Ok, donc j'espère que tu as bien suivi toutes les précédentes vidéos. Donc c'était plutôt des vidéos d'introduction puisque elles t'ont permis d'avoir la théorie, les bases, les fondements du fonctionnement de la programmation en HTML. Et donc maintenant, je vais te montrer quelques exemples, les exemples essentiels de code que tu vas pouvoir ajouter dans tes pages HTML. Donc encore une fois, là, ça va être des exemples qui seront que j'aurai déjà préfaits et tu pourras t'en servir pour créer tes propres pages web. Et dans une prochaine vidéo, on mettra ça plutôt en pratique avec le projet que j'avais présenté dans la vidéo d'introduction. On va commencer à coder la page d'accueil de notre fameuse pizzeria. Et donc, on va voir ensemble quels éléments on va pouvoir intégrer à notre page d'accueil pour faire un super site de pizzeria. Donc, les différents éléments à ajouter dans notre page web. On va commencer du plus facile au plus compliqué. Et dans un premier temps, le plus simple, ça va être d'ajouter du texte. Donc, comment on ajoute du texte ? Alors, juste avant, une petite précision. Donc, cette vidéo-là, elle va pas parler de tout ce qui va être dans la partie invisible par l'internaute. C'est uniquement ce qu'on va pouvoir ajouter donc dans la balise body. Je ferai une autre vidéo peut-être pour... Ouais, je vais faire une autre vidéo pour présenter les éléments essentiels qu'il nous faut ajouter donc dans notre partie head, pardon, pour pouvoir avoir des belles pages qui soient bien conçues. Donc voilà pour la petite aparté. Donc voilà. Alors, comment on ajoute du texte sur nos pages HTML ? Alors, en HTML, lorsqu'on écrit du texte, principalement, on va bâtir ce qu'on appelle des paragraphes. Donc vous savez quand même ce que c'est qu'un paragraphe. Et un paragraphe, ça va être modélisé avec la balise P. Donc P comme paragraphe. Donc c'est tout simple. Il suffit de marquer donc les balises conteneurs P et d'intégrer ensuite notre texte à l'intérieur. Et donc comme vous pouvez le voir à droite, une fois que j'ajoute mon texte dans mes balises P, eh bien j'ai mon texte qui s'affiche sur ma page HTML. Donc ça c'est vraiment la partie la plus simple. Et si vous savez faire ça, vous allez pouvoir faire toute la suite de la vidéo. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire ce que l'on appelle un retour à la ligne. Alors, le retour à la ligne, attention, c'est à prendre avec des pincettes puisque normalement, on n'a pas besoin d'utiliser le retour à la ligne. Normalement, si vous utilisez des retours à la ligne en dehors des balises de texte, c'est que vous avez mal codé votre site. Les balises BR, c'est uniquement si vous voulez faire des retours à la ligne, par exemple dans des paragraphes. Là, c'est pour forcer le retour à la ligne. Et donc, vous êtes obligé d'utiliser des balises de retour à la ligne. Mais en dehors de ça, c'est très 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 déconseillé d'utiliser les balises BR parce que c'est pas fait pour ça, tout simplement. Donc, admettons que je veuille marquer mon paragraphe et que je veuille faire un petit retour à la ligne. Donc tout simplement, je vais mettre une balise. Alors ce coup-ci, c'est une balise marqueur. On retient. Puisqu'elle s'autocomplète, on n'a pas besoin de la refermer. Donc on met juste inférieur BR, supérieur. Et là, on va pouvoir forcer le retour à la ligne dans notre paragraphe. Donc là, dans la vidéo sur l'optimisation, j'avais parlé de ce que l'on appelle les balises strong. Et donc la balise strong, elle permet de mettre en valeur un mot-clé pour pouvoir augmenter le référencement et mettre en valeur un mot dans un paragraphe. Donc par exemple, là, j'ai marqué la phrase « Le poulet est un oiseau » et forcément, vu que c'est un oiseau, le poulet, c'est une information importante. Donc je vais pouvoir mettre le mot oiseau comme mot-clé. Et donc, si par exemple, admettons que
je tape oiseau sur Google, eh bien il y a une chance qu'on puisse retrouver ma page puisque j'aurais marqué oiseau en mise en valeur. Alors là, c'est juste un autre exemple. On peut bâtir plusieurs paragraphes les uns après les autres. Il suffit juste d'ouvrir un paragraphe, d'écrire notre contenu, de le refermer et puis de rouvrir un paragraphe pour continuer à refaire la suite de notre contenu. Donc les paragraphes, on les sépare quand on veut diviser des informations qui ne sont pas en rapport les unes avec les autres. Alors par exemple, là, si je veux parler du poulet, par exemple, je vais faire un paragraphe sur le poulet et ensuite je vais faire un second paragraphe sur l'autruche. Donc voilà, ça c'est juste pour séparer les différentes informations dans notre page web. Ensuite, comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'optimisation, il faut toujours bien titrer nos pages. Parce que si on balance des informations comme ça sur notre page, d'une part, ça va pas être très agréable pour l'utilisateur parce que il va pas savoir où il est, il va pas savoir où il se trouve et il va falloir qu'il commence à lire notre texte pour comprendre ce dont il est question. Mais si vous titrez bien vos pages, eh ben, vous allez pouvoir bien segmenter les informations sur vos pages et donc rendre la lecture beaucoup plus agréable. Donc comment on fait les titres ? Alors les titres, c'est avec les H, donc les titres H1 jusqu'à H6. Attention, H6, dans l'autre vidéo sur les balises, j'avais dit que ça allait jusqu'à H4, c'est une erreur. Ça va jusqu'à H6, pardon. Mais je pense que vous avez très peu de chances d'aller jusqu'à H6, mais il faut savoir que ça va jusqu'à H6. Donc voilà, je corrige la petite erreur. Ça va jusqu'à H6. Les titres, il faut toujours les hiérarchiser. Donc je l'ai dit dans l'autre vidéo, on va du H1 jusqu'au H6 et on fait pas H3, H4, H1, H2. Faut aller dans l'ordre puisque en fait, sans mise en page, le navigateur lui fait automatiquement la mise en page et donc met le texte plus gros sur des titres plus importants. Donc là par exemple, je veux parler des animaux. Eh bien les animaux, c'est un titre principal. Et dans les animaux, il va y avoir les oiseaux. Et donc je vais créer un sous-titre. Et donc après ce sous-titre, je vais pouvoir écrire mes différents paragraphes. Ensuite, on va commencer les choses un peu plus sympas. On va ajouter des images à notre page web pour que ça soit un peu plus illustré et que ça ressemble moins à un vulgaire bout de papier. Non, je rigole. Non, mais pour que pour que ce soit vraiment agréable et qu'il y ait des informations importantes sur votre site. Donc là, les images, on l'a vu sur la vidéo comment accéder aux images et aux fichiers en général. Voici un petit exemple. Donc, une balise IMG, c'est pour ajouter une image. Ensuite, on a l'attribut SRC. L'attribut SRC, ça va définir l'endroit où se trouve notre fichier d'image. Donc là, pour le coup, notre fichier, il est dans le dossier dans lequel se trouve notre fichier HTML, puisqu'on est au /, et notre fichier s'appelle autruche.png. Tout simplement. Ensuite, on se rappelle, pour les gens qui sont malvoyants, on remplit l'attribut alt pour dire à quoi correspond cette image. Fermez les yeux et dites-vous qu'est-ce que mon ordinateur il va me dire si je vois pas le site et si je veux savoir à quoi correspond l'image. Eh ben, dites-vous que votre ordinateur est capable de lire ce qui est écrit dans alt, eh bien il va vous dire photo d'autruche. Et donc là, vous allez savoir. Vous allez vous dire, ah d'accord, c'est une photo d'autruche, donc je sais à quoi correspond cette image. Et ensuite, si vous voulez redimensionner votre image, vous allez pouvoir utiliser l'attribut height qui correspond à la hauteur de votre image. Donc l'attribut height, il correspond à la hauteur en image en pixels.
Donc par exemple, admettons qu'on veuille que notre image fasse une hauteur maximum de 200 pixels, et bien on va mettre 200, tout simplement. On peut aussi paramétrer l'image avec, en fonction de la largeur, donc avec l'attribut width. Donc là, vous pourrez vous référer donc, à la documentation en ligne qui parle des images. Et si vous voulez aussi être beaucoup plus pointu, vous pouvez définir à la fois la hauteur et à la fois la largeur. Mais alors attention, parce que si vous faites les deux en même temps, ça risque, si vous faites mal les calculs, d'écrabouiller votre image. Et donc le rendu va pas être top. Donc moi je vous conseille soit d'utiliser la largeur, soit d'utiliser la hauteur. Mais alors dans les deux cas, il faut définir la valeur de votre attribut. Voilà. Ensuite, donc, j'ai ajouté mon image d'autruche. Mais je voudrais que mes internautes aient plus d'informations sur l'image en question, enfin sur la documentation en question que je suis en train de rédiger. Mais admettons que j'ai pas fini d'écrire ma documentation. Donc je redirige mes internautes sur une page Wikipédia qui parle des autruches. Et bien là, je vais créer ce que l'on appelle un hyperlien, enfin un lien hypertexte. Et le lien hypertexte, ça va permettre à l'internaute de cliquer dessus et d'être redirigé sur une autre page web. Donc ça peut être soit une page qui est dans notre site, donc par exemple pour faire un menu, donc ça on le verra dans les barres de navigation, mais aussi de faire une redirection vers un autre site, donc là pour l'exemple avec Wikipédia. Alors comment fonctionne un lien? Eh bien, il suffit d'utiliser la balise A, et donc pour diriger la personne, l'internaute, vers la page en question, on va utiliser l'attribut href qui correspond ensuite à l'URL de la page à laquelle on veut accéder. Donc ça, c'est l'URL de la page à laquelle on veut accéder, et ensuite, on va pouvoir titrer ce bouton, ce lien, donc avec le texte qui est écrit. Alors attention, là c'est une balise conteneur, vous voyez bien. Il y a la balise ouvrante et la balise fermante. Donc faut refermer bien la balise fermante pour pouvoir définir votre texte. Alors, vous êtes un super ornithologue, je crois que ça se dit comme ça. Et vous recherchez des gens qui auraient trouvé des autruches, je sais pas où, à quel endroit. Et donc, vous dites à vos internautes, eh bien, envoyez-moi un email si vous avez trouvé des autruches dans votre jardin. Et puis, je vais les étudier, voilà. Donc, pour que l'internaute puisse vous envoyer un email, vous allez pouvoir utiliser encore une fois un lien, mais ce coup-ci, c'est un lien très spécial. Puisque dans le premier lien, comme vous avez pu le voir, on a utilisé le protocole HTTPS pour pouvoir accéder à notre image. Et bien là, ça va pas être le même protocole. Alors c'est un préfixe qu'on appelle, qui s'appelle mail-to : et mail-to : en fait, il va rediriger votre ordinateur vers votre client de messagerie. Donc ça peut être votre logiciel qui vous permet d'ouvrir vos mails et d'en écrire. Et donc, il va, en cliquant sur ce lien, ouvrir votre client de messagerie et commencer à pré-remplir l'adresse d'expédition de l'adresse email d'expédition de votre mail. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer votre mail. Et donc ça, c'est très pratique si vous avez... au lieu de mettre dans votre site « Envoyez-moi un email à telle adresse », et ben vous mettez juste un bouton « Envoyez-moi un mail ». Et lorsque la personne va cliquer dessus, et ben hop, elle sera prête à taper son mail et à vous l'envoyer. Alors, les tableaux, c'est un peu plus compliqué parce que on va avoir toute une partie accessibilité qui va être assez... qui va devoir être ajouté en plus à notre code. Donc il y a beaucoup de balises qui sont consacrées au tableau. Alors les tableaux, je ne sais pas si vous allez vous en servir beaucoup, mais
c'est important quand même de savoir quand est-ce qu'on s'en sert. Donc pour définir un tableau, on va utiliser la balise table. Donc c'est une balise toute simple, c'est une balise conteneur dans laquelle on va pouvoir mettre toutes les informations qui se réfèrent à notre tableau. Ensuite, donc quand vous faites un tableau, vous allez avoir une ligne, donc la première ligne qui correspond à l'entête. Donc elle va être stockée dans une balise, encore un conteneur qui s'appelle thead. Et ensuite, dans thead, on va après thead, on va avoir donc toutes les valeurs de notre tableau. Donc on va stocker ça dans tbody. Et si jamais on a un pied de tableau, je sais pas quand est-ce qu'on s'en sert, mais ça existe. On utilise le tfoot. Alors ensuite, comment on remplit ces 3 balises? Puisque va falloir maintenant ajouter nos informations donc, dans notre tableau. Alors on va voir TH. Donc TH, ça va être la cellule d'entête. Donc la cellule d'entête, c'est la cellule qui va se mettre donc dans votre thead. C'est la première cellule, donc celle qui est tout en haut de votre tableau. Ensuite, TD, c'est la cellule core, donc c'est une cellule qui va venir se mettre donc dans votre tbody, voilà. Et toutes ces cellules, en fait, elles sont alignées dans une balise par an. Donc là, c'est vraiment plutôt compliqué, mais je vais vous donner un exemple. Je vais te donner un exemple tout à l'heure. Donc tout ça, ça va être stocké donc dans des lignes de tableau donc qui sont TR. Caption, ça va permettre d'ajouter un titre à ton tableau, et calls group, ça va permettre de contenir des balises qui vont correspondre au nombre de colonnes de ton tableau. Alors là, c'est pas du tout parlant, je vais te montrer un exemple. Alors, admettons que j'ai recueilli les informations des gens qui cherchent des oiseaux dans ma ville. Donc, je vais réaliser un tableau pour recenser les différents animaux. Et donc, voici le tableau. Alors, on va décortiquer notre tableau. Donc, premièrement, on crée un tableau. On construit déjà, premièrement, notre balise table. Là, on a notre tableau. Ensuite, on veut ajouter un titre à notre tableau. Caption. Donc, caption, balise conteneur. On écrit le titre de notre tableau. Donc, voilà, il se trouve juste en haut de notre tableau. Et ensuite, pour une question d'accessibilité, on va créer les calls group pour pouvoir donner une idée du nombre de colonnes que l'on a dans notre tableau. Donc là, on a 2 colonnes dans notre tableau qui correspondent à poulet et autruche. Donc on va faire calls group, et dans cette calls group, on va stocker call et call. 2 calls qui correspondent à 2 colonnes de tableau. Donc pour l'instant, ça va, c'est plutôt simple. Et donc après, on va commencer à bâtir notre tableau. Donc notre en-tête de tableau, il va se trouver ici, donc c'est poulet et autruche. Et donc ça va être stocké donc, dans notre en-tête de tableau, donc, qui est une balise conteneur qui s'appelle thead. Et ensuite, donc dans thead, on va avoir une ligne de tableau donc, qui correspond à tr. Donc une ligne de tableau, ça permet de contenir toutes les cellules qui sont dans une ligne de tableau. Et donc une cellule, c'est th. Et donc dès que je vais marquer th, hop, je vais pouvoir mettre le nom de ma cellule et les unes après les autres. Et tout ça dans une même ligne qui correspond à une en-tête de tableau, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter les données dans mon tableau. Donc là, tbody. Je crée la ligne de mon tableau. Et ensuite, dans chaque ligne, je crée chaque cellule de mon tableau. Donc là, pareil, 102 et 7. Et après, j'oublie pas, je referme tbody et je referme table. Et là, j'ai mon tableau. Alors, les formulaires,
On va en parler plus précisément à partir du module numéro 5, puisque ça va vraiment faire partie de la partie interaction et de la partie calcul des pages en PHP, donc avec le langage PHP qu'on verra dans le module numéro 5. Donc là, je vais juste te montrer comment on l'écrit en HTML, mais c'est à partir du module numéro 5 qu'on verra en détail comment il fonctionne. Donc un formulaire, tu vas écrire form, action, ça va correspondre à la page PHP qui va traiter ton formulaire. Et ensuite, tu vas mettre dans cette balise conteneur tous les éléments, tous les champs que les internautes vont devoir remplir dans ton formulaire. Donc si tu veux avoir un peu plus d'informations sur comment fonctionne le formulaire, tu as un lien vers la MDN comme d'habitude en bas qui te permet de aller fouiner un petit peu sur comment on fait un formulaire. Alors, je vais te montrer un exemple de formulaire. Là, c'est les éléments, donc là c'est sur la MDN, c'est les éléments que tu peux ajouter dans un formulaire. Donc tu as les boutons, les listes déroulantes, tout ce qui va être ajout de texte, ajout de chiffres, de dates, etc. Pas oublier les étiquettes pour pouvoir lier donc les informations qu'on récupère à l'utilisateur avec les données, enfin avec le nom de la donnée. Les cases à cocher, les boutons, etc. Donc tout ça, ça fait partie du formulaire. Alors, dans les formulaires, on a ce qu'on appelle la balise input. Et la balise input, elle va permettre à l'internaute donc, de rentrer des valeurs donc, dans le formulaire. Et il en existe plusieurs. Donc tu as les boutons, les cases à cocher, les couleurs, les dates avec l'heure, l'email, des fichiers, le mois, les chiffres, les mots de passe, les boutons radio. Alors les boutons radio, c'est des boutons qui vont se cliquer une seule fois, mais une seule valeur est possible. Donc ça veut dire que si on clique sur une valeur et qu'on clique sur une autre, ça va désactiver la première. Contrairement aux cases à cocher dans lesquelles on peut cocher plusieurs cases. Range, ça permet d'avoir une petite réglette pour pouvoir définir une valeur. Après, il y en a plein d'autres. Il y a les plus communes, c'est le bouton submit, très utile pour pouvoir valider donc notre formulaire. Tel pour pouvoir mettre le numéro de téléphone. Time, URL, week pour la semaine, voilà. Tout ça, c'est des types de champs de texte, enfin de champs de formulaire qu'on va pouvoir ajouter dans notre formulaire. Donc ça, c'est un petit exemple de formulaire que j'ai fait pour te montrer comment ça fonctionne. Donc il faut savoir que dans un formulaire, tu peux encadrer donc des données un peu comme des sections pour pouvoir organiser la façon dont est construit ton formulaire et permettre à ton utilisateur de bien comprendre quelles données et dans quelle section on va dire. Donc ça va se faire grâce au fil set. Donc le fil set en fait ça va modéliser un cadre autour de ton formulaire. Par défaut, donc c'est un cadre noir comme ça, et grâce à la légende, tu vas pouvoir nommer ce cadre. Voilà. Ensuite, à chaque fois qu'on fait un input, on va devoir définir un label. Alors, le label, il va avoir comme attribut for, et en fait, for, ça va permettre de lier ton label à ton input. Donc, par exemple, là, j'ai mon label qui correspond à prénom, et prénom, donc le for en fait est lié à l'ID. Donc si par exemple ton label s'appelle prénom, et ben il va se référer à cet input puisque l'ID est prénom. Voilà. Ensuite, pareil, là, je veux mettre donc je vais rentrer mon prénom. Donc type, c'est pour dire de quel type de contenu il s'agit. Donc là, je veux que mon internaute y rentre du texte. L'ID, c'est prénom. Le nom,
ça va être le nom de ta variable qui va être récupéré notamment par le PHP. Placeholder, ça va permettre d'ajouter un petit texte d'exemple à l'intérieur des cases. Et required, ça va permettre à ton formulaire de ne pas valider le formulaire si ton internaute n'a pas entré de valeur dans ce champ. Ensuite, donc c'est à peu près la même chose pour le nom, voilà. L'email, c'est juste le type qui change. Donc le type, ça va permettre notamment à ton navigateur de dire attention, il faut que ce champ contienne un arrobase, sinon c'est pas un email. Donc là pareil, ça ressemble un peu à la même chose. Et là aussi c'est à peu près la même chose. On a juste encore une fois la date qui change vu qu'on veut une date. Donc ce sera modélisé de la façon suivante: les mois, / les jours, / les années. Donc c'est sous forme de formatage en américain. Mais après ça peut se modifier. Mais faut pousser plus en détail le code. Donc ça, on verra ça dans le module numéro 5. On peut aussi utiliser les boutons radio. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les boutons radio, c'est vous cochez une seule case et ensuite si vous voulez cocher une autre case parce que vous avez changé d'avis, admettons, eh bien ça va modifier donc le choix que l'on a défini. Donc là, je crée donc mon fil set avec ma légende, ma couleur préférée. Et pour chaque choix que je veux proposer, donc je vais mettre le type radio qui correspond au petit bouton radio avec le nom de ma variable, donc là c'est couleur, et la valeur qu'elle propose. Donc là j'ai bleu, rouge, jaune par exemple. Et j'indique à mon utilisateur donc à quoi correspond le bouton. Alors, bon là je me suis planté, j'ai oublié de changer, c'est pas les boutons radio, mais c'est pour ajouter du texte. Donc là, pour ajouter du texte, on va utiliser ce que l'on appelle le text area. Donc text area, en fait, ça va faire un peu comme le input type texte, mais ça va permettre d'avoir une zone de champ de saisie beaucoup plus grande. Donc c'est si vous voulez vraiment ajouter du texte avec des lignes, du texte assez fourni, où là il n'y a pas la place où il y aura assez de place pour ajouter plus que quelques mots. Voilà. Donc un text area, ça a deux valeurs supplémentaires, les calls qui correspondent aux colonnes. Donc colonnes, c'est les colonnes de caractères que vous pouvez mettre en largeur sur votre zone de texte. Et les rows, c'est les lignes de texte qui peuvent être ajoutées donc dans votre zone de texte. Donc là, on a une zone de texte qui a pour hauteur 5 lignes avec une largeur de 30 caractères. Ensuite, pour les cases à cocher, donc là, pareil, je mets mon fil set, ma légende, et là, au lieu que ce soit un type radio, là, ça va être un type checkbox. Et donc, le type checkbox, lui, peut permettre à l'internaute de cocher plusieurs cases. Donc, si par exemple, je veux être contacté par téléphone, email et courrier postal, je peux cocher toutes les cases. Donc là, c'est un peu différent puisque le name donc ne va pas changer vu que toutes les valeurs sont liées entre elles. Mais par contre, la value va changer. Donc là, on a value value téléphone, value email, value courrier pour permettre ensuite en back-end de récupérer ces valeurs et de dire cet internaute veut être contacté par téléphone et par courrier postal ou par email. Donc voilà, il y a plusieurs, on autorise plusieurs choix donc avec les cases à cocher. Donc voilà à peu près pour tous les exemples d'éléments que tu vas pouvoir coder sur tes pages HTML. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à faire de la pratique. Alors tu peux déjà commencer à
t'entraîner à utiliser toutes ces balises et tous ces exemples avec tes propres exemples pour vraiment t'amuser à commencer à coder n'importe quoi, ce que tu veux pour t'entraîner. Et pareil, si tu as un problème, tu m'envoies un mail formation@maximonsray.fr et je répondrai à tes questions si tu n'arrives pas à faire ce que j'explique dans les vidéos. Comme ça, je pourrais améliorer la formation et permettre aux autres personnes qui suivent la formation de mieux comprendre ce que ce que je vous apprends. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo.